Je viens de lancer la VOD, le chat, vous pouvez dire bonjour à YouTube. Bien évidemment, comme d'habitude, on va rester sur ce petit écran pendant que je vous parle du sommaire d'aujourd'hui. Donc on va parler nouveaux processeurs, notamment chez AMD et chez Intel, les prochaines générations à venir. On va parler du GDPR, ou plutôt, autrement dit, je vais vous lire le nom en français, enfin en anglais, General Data Protection Regulation, ou la nouvelle loi sur la protection des données privées qui est passée au Conseil européen et qui a été appliquée au Conseil de l'Union européenne et qui est entrée en vigueur, je pense, avant-hier. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont reçu des mails de tous les sites auxquels vous étiez grosso modo abonnés pour vous dire hey, on met à jour nos conditions d'utilisation, etc., etc. Faut que vous les acceptiez et tout et tout. On va parler carte graphique avec la GTX 1050 Ti 3 Go. On va parler d'applications mobiles, un petit peu d'Apple, d'Elon Musk et de la potentielle probable PlayStation 5. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bon, on va commencer directement par les... Alors attendez, je vais essayer de réorganiser un petit peu ça. Tac, tac, tac. Je vais mettre tout ça là, comme ça, ici. Hop, hop, voilà, comme ça. Là, là c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Alors, là, c'est pas mal. Alors, en espérant, là, je prie pour que ça marche, parce que j'ai pas essayé mes scènes. Oh, ça marche. Magnifique. Magique. Magique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Bon, donc, nouvelle génération de processeurs AMD. Ryzen 2 vient de sortir. Ryzen 2 était basé sur la même architecture Zen que les premiers Ryzen. Donc, c'est-à-dire on avait Zen première génération et qui a donné naissance à Ryzen 1 et Ryzen 2. Donc Ryzen 2, Ryzen 2600, 2700, etc. C'est une amélioration de Zen première génération qu'on va appeler Zen+. C'était juste gravé en 12 nanomètres alors que Zen premier du nom sur la première génération était gravé en 14 nanomètres. Mais ça restait la même architecture, juste une petite amélioration. On a un petit peu plus de détails quant à la roadmap prochaine d'AMD. Et il semblerait que pour le socket AM4, parce que AMD a décidé de supporter le socket AM4 jusqu'en 2020, donc potentiellement la prochaine architecture va également sortir sur le même socket AM4 et l'architecture d'après va encore sortir sur le même socket AM4, ce qui est une très bonne chose, ce qui fait que même si vous avez acheté une carte mère avec Ryzen 1, vous pourrez toujours utiliser la même carte mère avec les prochaines générations d'AMD en mettant à jour votre BIOS. Voilà. Mais donc, Ryzen 2, excusez-moi, Zen 2, prochaine architecture qui va sortir potentiellement en 2019. Donc 2019, ça sera l'année de la seconde architecture pour Zen, gravée en 7 nanomètres. Je pense qu'AMD sera un des premiers constructeurs de CPU, hormis Apple. Apple construit aussi des CPU, fabrique aussi des CPU, mais pour téléphone portable. Mais AMD, du coup, va être le premier constructeur de CPU pour PC de bureau, serveur, etc. à graver en 7 nanomètres, parce que là-dessus, Intel est un petit peu en retard, et Intel n'a pas encore prévu de graver en 7 nanomètres en 2019, alors qu'AMD est en avance là-dessus et vont graver en 7 nanomètres en 2019 pour leur nouvelle architecture Zen 2. Et ensuite, on aura Zen 3, qui sera aussi en 7 nanomètres, mais qui arrivera potentiellement plus en 2020, qui sera encore une modification de l'architecture. Par contre, pour Zen 2, apparemment, il semblerait qu'on va avoir les premiers processeurs avec 12 cœurs, voire même 16 cœurs pour le grand public. C'est-à-dire que pour l'instant, Ryzen 2700, on est à 8 cœurs, 16 fils de calcul avec le Ryzen 7 2700X. Et lorsqu'on va bouger sur la prochaine architecture en 2019 qui sera Zen 2, il semblerait qu'AMD, le haut de gamme d'AMD en processeur pour le grand public, donc mainstream, va être potentiellement entre du 12 et du 16 cœurs. Donc soit 12 cœurs physiques et 24 fils de calcul, soit 16 cœurs physiques et 32 fils de calcul, et ça devrait arriver l'année prochaine. Alors on a ici le petit roadmap pour les 2 prochaines années 2019-2020, gravé en 7 nanomètres. Et donc voilà, on a des rumeurs sur le fait qu'il y aura de 12 à 16 cœurs sur ces processeurs Ryzen. Ce qui est une excellente chose. Ryzen pousse le nombre de cœurs dans les
plus petit retranchement, ce qui oblige Intel à réagir et à également augmenter le nombre de cœurs. Et c'est ce qui potentiellement se passe. Il faut que je change cette magnifique scène parce que sinon vous n'allez pas arriver à lire. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Non. Je l'avais fait, c'est celui-là. Voilà, celui-là. Coffee Lake S, qui est une petite amélioration de Coffee Lake, qui va sortir sur la plateforme Z390. C'est là qu'Intel se met un petit peu des bâtons dans les roues, parce que pour ces nouveaux processeurs Coffee Lake S, eh bien, il faut un chipset Z390. C'est-à-dire que Intel sort une autre plateforme, en plus de la Z370, qui est la Z390. Voilà, ce qui fait que si jamais tu as une carte mère Z370, ben les nouveaux processeurs dont je vais parler maintenant, qui sont les Coffee Lake S, ne seront pas compatibles avec les Z370. Il faudra utiliser le Z390. Intel multiplie les chipsets et c'est casse-couille. Qu'on se dise clairement, parce qu'au niveau compatibilité, c'est la merde. Donc, ce chipset-là a été officialisé, on ne sait pas du tout quand il sort, on n'a pas de date précise, ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. Les spéculations nous disent troisième trimestre de 2018, mais on n'a pas de date précise. Et apparemment, avec ces nouveaux chipsets, ils vont sortir un ou deux nouveaux processeurs Coffee Lake qui auront 8 cœurs et donc 16 fils de calcul qui sont du coup un peu plus puissants que les i7 actuellement. Plus puissants que le i7 8700K, puisqu'ils auront 2 cœurs physiques de plus. Donc le seul truc qu'on sait, c'est un espèce de leak qui est apparu sur un site qui s'appelle Sys Software, sur lequel le processeur était listé. On n'a pas son numéro, son nom de code, CPU 000, on sait juste qu'il sera cadencé à 2.6 GHz de base, avec potentiellement, est-ce qu'on a une vitesse en boosté? Non, même pas. On n'a pas sa vitesse boostée. On sait qu'il aura 16 MO de cache L3 et 8 fois 256 kilobits de cache L2. On connaît le nom de la plateforme Kaby Lake S, ou alors ça va être du Coffee Lake S, on ne sait pas exactement, et qu'il y aura 8 cœurs. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. Et ça devrait sortir troisième trimestre 2018. Voilà. On continue sur tout ce qui est carte mère, processeur, etc. Il y a beaucoup de gens qui attendent ces chipsets. On repasse du côté d'AMD. Le B450, le chipset B450 devrait sortir, pas prochainement, on n'a pas exactement de date. Ça serait également troisième trimestre 2018. Et apparemment, ça serait la même chose que ce que le B350 était au X370. Je vous le rappelle, les chipsets AMD, c'est très très simple. Tout est du AM4. Tout est sur le socket AM4. Et ensuite, vous avez le chipset A320 qui est le entrée de gamme, le B350 qui est le milieu de gamme, et le X370 qui était le haut de gamme pour Ryzen 1. Donc du coup, là, ils ont sorti Ryzen 2, donc ils ont mis à jour tous ces chipsets-là. Mais tous les anciens chipsets restent compatibles avec les nouveaux processeurs Ryzen. Et du coup, là, on va avoir le A420, le B450 et le X470. À l'heure actuelle, il n'y a que le X470 qui est sorti, parce que c'est le plus haut de gamme et c'est toujours celui qui sort en premier. Mais le B450 est en route, il sera du coup un petit peu moins cher, les cartes mères B450 seront un petit peu moins chères, et grosso modo, par rapport aux fonctionnalités du X470, on perd pas grand chose. C'est-à-dire que moi, personnellement, je recommandais souvent aux gens de faire des systèmes avec du B350, parce que les cartes mères étaient un peu moins chères, puis il y avait toutes les fonctionnalités dont les gens avaient besoin, c'était pas forcément la peine de prendre du X370. Là, c'est un petit peu la même chose. Quand le B450 va sortir, je dirais, allez sur du B450, vous perdez pas grand chose par rapport au X470. Comme on peut le voir là, le X470, au niveau de l'USB, vous avez du support pour 2 USB 3.1 Gen 2, 6 USB 3.1 Gen 1 et 6 USB 2.0. Sur le B450, vous avez le même nombre d'USB 2.0, vous avez seulement 2 USB 3.1 Gen 1 à la place de 6 et 2 USB 3.1 Gen 2. Ce qui fait quand même 8 prises USB, ce qui est quand même généralement plus que suffisant. Tac tac. Ensuite, au niveau des ports PCI, c'est sûr que si vous voulez faire du multi-GPU, il vaut mieux partir sur du X470. Vous pouvez quand même overclocker sur du B450. Il y a toujours la technologie Extreme Frequency Range 2
qui est active, même la version Enhance, qui est la version qui est venue avec le nouveau chipset. Vous avez aussi Precision Boost qui est actif. Vous pouvez faire tous les mêmes raids que vous pouvez faire sur le XR70. Vous pouvez faire des raids avec de la mémoire NVMe, donc Non-Volatile Memory. Voilà. Il y a quasiment toutes les mêmes choses. C'est juste deux, trois petits trucs au niveau des ports USB, des ports SATA et des ports PCI où il y a un petit peu moins de connectique. Voilà. Voilà. Et donc ça devrait sortir très prochainement. On a des news par rapport aux updates de Windows 10, notamment l'update de mai 2018 qui fait complètement crasher bon nombre de PC. Il semblerait que la nouvelle update, donc je pense que c'est avril 2018, mai 2018, qui est incompatible avec les personnes qui ont des SSD de chez Toshiba et les personnes qui ont Avast comme antivirus. Voilà. Donc en gros, apparemment ça fait complètement planter les PC. Tu es obligé de rollback aux anciennes mises à jour Windows, etc. Et pour l'instant, donc Avast, enfin Microsoft a désactivé ces mises à jour pour les PC qui ont Avast. Et apparemment, ils travaillent main dans la main avec Avast pour essayer de trouver c'est quoi les problèmes. Et également, ils travaillent avec Toshiba pour essayer de trouver c'est quoi les problèmes qui font planter les PC avec la nouvelle mise à jour. Et donc voilà. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de problème, mais il semblerait que certains d'entre vous ne puissent pas faire les nouvelles mises à jour Windows pour ces raisons-là. Sinon, vous supprimez Avast, effectivement, c'est un petit peu plus simple. Voilà. Non, mais si vous avez Avast, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, les mises à jour Windows sont désactivées pour vous, et ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Bon, on va parler un petit peu plus sérieusement. On va parler du RGPD. Si je retrouve, voilà, ma news. Donc, règlement général sur la protection des données, qui est un règlement européen qui a été appliqué et qui est entré en vigueur il y a exactement 2 jours. Et en gros, c'était un nouveau texte de loi qui avait pour but de protéger toutes les informations et données personnelles des utilisateurs sur Internet. Et grosso modo, ça oblige pas mal des sites à revoir leur politique de confidentialité et d'utilisation des données, etc. et à demander plus d'autorisation aux personnes, à être plus clair, plus transparent sur ce qu'ils font des données, etc., etc. Ça englobe pas mal de nouveaux concepts et de nouvelles choses qui sont du coup une excellente chose pour la protection de vos données privées sur Internet. Pour faire extrêmement simple, on va prendre cet article en anglais qui est plutôt très bien détaillé. Et je vais essayer de vous traduire un petit peu c'est quoi les principes de base de cette nouvelle loi qui a été adoptée par l'Union européenne et qui est rentrée en vigueur cette semaine et qui a obligé quasiment la totalité des sites et des services en ligne à vous envoyer des emails comme quoi ils avaient mis à jour leur politique de confidentialité et leurs règles d'utilisation. En gros, les données qui sont couvertes par cette loi, ça concerne toutes les données d'identité, donc vos noms, vos adresses, vos numéros de téléphone, tout ce qui est vos données génétiques et de santé. Par exemple, si vous utilisez des sites pour la sécurité sociale, etc., les services en ligne de la Sécu ou d'autres assurances et qu'ils ont vos données, vos données concernant vos soins médicaux, concernant votre groupe sanguin et tout, enfin plein de trucs comme ça. Toutes les données qui sont potentiellement biométriques. Je sais que par exemple sur Airbnb, vous devez scanner votre passeport au bout d'un moment. Vous devez scanner votre passeport et même, enfin par NFC ça se fait, genre ça scanne. Vous utilisez votre téléphone pour scanner votre passeport avec la technologie NFC et il récupère vos données biométriques pour Airbnb pour vous identifier. Tous les trucs comme ça concerne également, ça rentre dans la loi et ça rentre dans les données qui sont protégées. Toutes les données de localisation concernant votre machine et votre connexion Internet, vos cookies, votre adresse IP, etc., etc. Tout ça, c'est inclus dans les données personnelles. Tout ce qui concerne votre race et votre ethnicité, s'il y a des sites qui utilisent ces données-là, c'est compris. Toutes vos opinions politiques, tout ce qui est orientation sexuelle et opinion personnelle, si jamais il y a des données
et des sites qui utilisent des données comme ça et qui ont des données sur vous là-dessus, ça rentre également dans ce pool d'informations qui est concerné par la nouvelle loi. Ce qu'oblige ce nouveau règlement, c'est que tous les usagers doivent consentir de manière libre et on va dire libre et je ne sais pas, je ne trouve plus le mot, de manière libre aux nouvelles conditions de l'utilisation et que toutes les conditions, les CGU, donc les conditions d'utilisation et de protection de la vie privée des différents sites, les règles d'utilisation, doivent être spécifiques et tout le monde doit être bien informé de manière non ambiguë. Donc en gros, ce que vous disent les sites, ça doit être clair, transparent, non ambigu et on doit vous demander explicitement votre consentement pour utiliser ces données-là et pour les stocker. On ne doit pas dire, genre d'une manière détournée, est-ce que on pourrait collecter des données pour améliorer l'expérience utilisateur. Ça, par exemple, je ne pense pas qu'ils aient encore le droit de le faire. Ils doivent vous dire précisément, genre, est-ce que vous consentez à ce que tel site stocke votre nom, votre adresse email et votre âge pour telle raison. Donc en gros, et vous devez dire oui, je consens à ce que le site puisse garder ces informations-là et les utiliser pour tel but. Ça doit être totalement transparent et vous devez donner votre consentement de manière non ambiguë, grosso modo. Ils ne doivent pas essayer de vous triquer pour que vous acceptiez à leur donner vos données. Des trucs comme ça. Ensuite, les compagnies n'ont pas le droit d'utiliser des données qui soient personnellement identifiables. En gros, l'article 9 apparemment dit que les compagnies ne peuvent pas utiliser et process des données personnelles qui révèlent soit l'origine ethnique ou raciale, soit l'opinion politique, soit vos croyances religieuses. Donc ce que je disais, c'est que les compagnies donc, ne peuvent pas utiliser et process des données personnelles justement qui révèlent des choses comme ça, qui révèlent vos opinions politiques, votre race ou votre ethnie, vos croyances religieuses, ou des données qui concernent justement votre santé, ou votre vie sexuelle, ou votre sexe, ou votre orientation sexuelle, également des données biométriques, si c'est dans le but de genre identifier une personne, etc., ou des données génétiques. Sauf si vous avez donné votre consentement de plein gré pour qu'ils utilisent ces données-là, pour une raison spécifique. Mais de base, ils n'ont pas le droit d'utiliser ces données-là. Toutes ces données que je viens de vous citer, ils n'ont pas le droit de les utiliser sans votre consentement ni rien. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Les compagnies, les entreprises et les sites doivent avoir une raison spécifique et argumentée d'utiliser ces données. C'est-à-dire que, grosso modo, ils ne peuvent pas juste vous dire « Est-ce qu'on peut utiliser vos données ?» Genre, est-ce qu'on peut utiliser votre adresse mail, stocker votre adresse mail et non. Ils ne peuvent pas juste vous dire ça. Ils doivent spécifier et genre donner une raison pour lesquelles, ou pour laquelle ou lesquelles, ils ont besoin de stocker ces données-là et ils vous demandent votre consentement pour ça. Donc en gros, par exemple, si vous êtes inscrit à une newsletter, la newsletter doit vous dire est-ce que vous acceptez qu'on conserve et qu'on utilise votre nom et votre adresse email pour pouvoir continuer à vous envoyer la newsletter à laquelle vous êtes abonné. Vous pouvez dire non ou oui, mais grosso modo, il doit vous donner une raison en disant genre, est-ce qu'on peut utiliser ces données-là et les stocker pour tel but? Comme ça, vous savez pourquoi est-ce qu'ils utilisent vos données. Et si vous dites non, mais t'as pas besoin de mes données biométriques et mes données médicales pour m'envoyer un email de newsletter. C'est des choses comme ça. Ils n'ont plus le droit de faire ça. Enfin, du coup, ils doivent vous donner une raison pour l'utilisation de vos données. Les utilisateurs ont le droit de se rétracter à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez dire « je ne suis plus d'accord et je ne vous donne plus mon consentement » et du coup, vous n'avez plus le droit d'utiliser mes données et de les stocker. Ils ont le droit de dire « je vous ai donné mon consentement pour m'envoyer des emails ou pour utiliser telle donnée il y a 6 mois, maintenant je suis plus d'accord. » Maintenant, vous avez le droit de faire ça à n'importe quel moment. Il y a d'autres trucs qui concernent également le stockage de ces données-là. Les compagnies, je pense, doivent
suivre un certain protocole et des certains standards en matière de stockage des données pour que les données soient sécurisées et que pour que s'il y a des, comment dire, des failles et des hacks de leur base de données, les données ne puissent pas forcément être décryptées et utilisées ailleurs, parce que il y a plein de gens qui au final se font voler leurs identités suite à des failles de sécurité et du vol de données personnelles, notamment aux États-Unis avec l'énorme faille Equifax qui a affecté quasiment les 2 tiers de la population américaine et dans lesquels ils ont pu récupérer les numéros de sécurité sociale, l'âge, les noms, le sexe, etc. Enfin plein de trucs, mais la plus grosse donnée problématique, c'était le numéro de sécurité sociale qui est extrêmement important aux États-Unis. Et du coup, bah, suite à cette faille, il y a plein de gens qui se sont fait usurper leur identité pour différentes raisons. Genre, t'achètes des trucs, tu t'abonnes à des services de télécom ou à des services au nom d'autres personnes qui, du coup, eux payent pour toi. Voilà. Bref. Donc, les données doivent être stockées de manière totalement sécurisée. Ensuite, les citoyens de l'Union européenne ont maintenant totalement donc le droit à la déconnexion, le droit de se faire oublier. Donc c'est le droit à la déconnexion, c'est le fait de dire que je veux que vous effaciez toutes les données que vous avez sur moi, grosso modo. C'est en gros maintenant, il y a quelque chose qui oblige les sites à proposer ça pour tous les utilisateurs, qu'en gros tu puisses aller sur un site et dire, voilà, je veux me déconnecter, je veux genre que vous effaciez tout ce que vous avez sur moi parce que je ne veux plus que vous stockiez mes données, je veux plus que vous stockiez mes données, je veux plus jamais utiliser votre service, donc je veux que vous effaciez tout ce que vous avez sur moi dans vos bases de données pour pas pour pas que vous puissiez l'utiliser plus tard, etc., etc., et que personne ne le retrouve. Ça, c'est une excellente chose. Donc le droit à la déconnexion. Les enfants ont besoin du consentement de leurs parents, notamment c'est ce qui s'est passé avec Twitter, où il y a environ des milliers de comptes d'enfants parce que Twitter de base était accessible aux enfants, à partir de 13 ans, et du coup la limite d'âge a changé, et il y a des milliers de comptes qui ont été effacés parce que justement ils respectaient plus la nouvelle limite d'âge qui est de 16 ou 17 ans, je pense. Donc c'est ce qui s'est passé avec Twitter, voilà, voilà. Vous devez, les sites doivent vous donner accès à vos données, c'est-à-dire que tous les sites doivent avoir maintenant un outil où vous pouvez télécharger vos données pour les visualiser. C'est-à-dire que de même manière que le faisait Facebook, vous pouvez demander une archive de vos données à n'importe quel site. Tous les sites euh, doivent suivre ce protocole et ce procédé et proposer justement un outil ou quelque chose qui vous permette de télécharger localement une copie des données qu'ont les sites sur vous. Vous avez le droit également, donc de la même chose que pour la déconnexion, de corriger ces données. Si jamais il y a des données qui sont non accurate, donc non précise. Si jamais il y a des erreurs, vous voyez sur un site qu'il y a une erreur dans vos données, sur un truc précis, genre un truc important, et le site genre a fait une erreur dans votre date de naissance, etc., etc., vous pouvez demander de corriger ces données-là. Vous pouvez également leur demander de supprimer certaines des données, pas forcément tout, mais genre supprimer certaines des données de façon permanente. Et vous pouvez également transporter vos données où que vous voulez. Donc, il donne un exemple, les compagnies comme Facebook ou Google ont beaucoup de données sur vous, et si jamais vous décidez de ne plus les utiliser pour une quelconque raison, ça ne doit pas vouloir dire que vous perdez tout ce contenu qu'ils ont sur vous et que vous avez créé. Parce que pendant que vous utilisez vos services, c'est comme vous aussi vous créez du contenu, vous utilisez leurs services, etc. Donc maintenant, ils doivent avoir, vous avez le droit et vous pouvez extraire toutes ces données qu'ont Facebook et Google sur vous pour pouvoir les transporter puis les utiliser vous-même par exemple. Donc du coup, les compagnies doivent donner les données qu'ils ont en stockage dans, dans un format qui soit lisible par une machine et qui soit genre structuré de façon assez commune. Genre ça doit pas être genre stocké de manière totalement random et pas utilisable après par n'importe qui. Donc c'est tout un gros paquet
d'articles et d'ajustements dans cette loi qui ont été faits, qui obligent pas mal de choses, et qui est une excellente chose pour la protection des données privées, le droit à la déconnexion, etc., etc., et la transparence de nos données en ligne et de ce que font les compagnies avec nos données en ligne. À savoir que bah, ça s'applique uniquement dans l'Union européenne et aux citoyens de l'Union européenne. Donc tous les sites qui sont basés en Union européenne, ça s'applique. Des sites qui ne sont pas forcément basés en Europe n'ont pas forcément à respecter ces lois, parce que ça s'applique essentiellement à tout ce qui est basé dans l'Union européenne. Ça, c'est un énorme, énorme, énorme point qui est non négligeable. Mais j'espère que les États-Unis prendront modèle là-dessus, mais ça m'étonnerait fortement qu'ils le fassent tout de suite. Pour l'instant, les États-Unis sont plus concentrés sur enlever la neutralité du web que sur donner plus de contrôle et plus de protection aux utilisateurs concernant leur vie privée. Et merci à Matt qui vient faire un don de 17 balles. Merci Matt, à toi, ça me fait plaisir. Voilà. Donc oui, ça s'applique seulement à l'Union européenne pour l'instant, mais c'est déjà un énorme pas, je trouve, pour la protection des données en ligne, parce que c'est un problème dont on ne parle pas assez et dont beaucoup de personnes sont victimes. Usurpation d'identité, vol de données, etc., etc. Et c'est des trucs dont il faut prendre conscience et pour lesquels il fallait faire quelque chose parce que les lois qu'utilisaient les sites étaient vieilles de plus de 10 ans, voire même 15 ans, et ça n'avait plus rien à voir avec comment Internet fonctionnait aujourd'hui, donc il fallait forcément mettre à jour ces trucs-là et puis faire quelque chose, et c'est ce qu'ils ont fait, donc c'est très très bien. Il fallait faire 169.9. My God, effectivement. Ça serait magnifique. Bon, on va parler un petit peu de... Alors, je suis sur quel site? Nvidia qui sort une 1050 3 Go. Ça a été officialisé. Donc, c'était qu'une rumeur. Et maintenant, c'est de façon officielle. La GTX 1050 3 Go va sortir. Et apparemment, du coup, elle n'a rien à voir avec ce qu'on pensait à l'origine. Elle n'a rien à voir avec la 1050 2 Go, comme on le pensait à l'origine. Donc en gros, la 1052 Go, elle utilise un bus mémoire de 128 bits, avec 4 puces mémoire de 512 MO. 4 x 512, ça fait 2 Go. Le problème, c'est que du coup, pour faire 3 Go en utilisant le même bus mémoire, ça devient compliqué pour Nvidia. Donc ce qu'ils ont dû faire, c'est que je pense qu'ils ont dû, tac tac, ils ont dû diminuer le bus mémoire et ils l'ont passé à 96 bits. Voilà. Au lieu de 128 bits original sur la 1052 Go, ils sont passés à un bus mémoire de 96 bits. Sauf que du coup, ça impacte la bande passante parce qu'on a un bus qui est moins large et du coup, la bande passante passe de 112 Go par seconde pour la 1050 2 Go à 91 Go par seconde pour la 1050 3 Go. Par contre, on a un tout petit peu plus de shader et un tout petit peu plus d'unités de mapping pour les textures. 48 contre 40 et 768 shaders contre 640. Et par contre, on ne connaît pas le nombre d'unités de rendu. Et la fréquence sera, tac tac, environ de 102 MHz supérieure à la 1050 Ti. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a un GPU qui est similaire à une GTX 1050 Ti, avec une fréquence un petit peu plus élevée, mais une mémoire moins bonne, et du coup, une vitesse et une bande passante de la mémoire moins bonne, ce qui fait que je ne sais pas trop à quoi sert cette carte. Voilà. En plus, elle est minuscule. Voilà, ça c'est la carte. Elle est totalement minuscule, et je ne comprends pas pourquoi ils la sortent. À mon avis, c'est juste pour épuiser leur stock de chipset graphique pour la 1050. Voilà, je pense que c'est le GP106. À mon avis, c'est juste pour ça. Alors. Et je vais pas parler de ça parce que j'ai pas envie. On va parler de Valve qui a sorti une application qui est le Steam Link pour téléphone. Ils devaient la sortir pour Android et pour iOS. Et grosso modo, vous pouvez streamer des jeux sur votre téléphone jusqu'en 4K 60 fps depuis votre PC. En fait, le principe de Steam Link,
C'est le même principe que la boîte qu'ils avaient fait pour la télé. Tu branchais le Steam Link sur ta télé et ensuite tu branchais ça à ton réseau internet et tu pouvais streamer tes jeux de PC, donc de Steam, sur ta télé. C'est-à-dire en gros, ton PC faisait tourner le jeu Steam, donc ça utilisait ta machine, ton PC pour faire tourner le jeu, mais ça streamait le jeu sur ta télé, comme ça tu pouvais jouer à la manette sur un grand écran et dans ton salon. Bien grosso modo, ils utilisent un peu le même principe pour du coup jouer sur téléphone à toute ta librairie Steam que tu as sur ton PC. Grosso modo, tu streames le jeu de ton PC à ton téléphone et ça te permet de jouer sur ton téléphone à tous tes jeux Steam jusqu'à en 4K 60 fps. Mais c'est ton PC qui fait tourner le jeu. Donc ça sort sur Android, il n'y a pas de souci. Par contre, bah du coup apparemment iOS était pas vraiment très très content de ça. J'essaie de trouver une bonne voilà une bonne scène. iOS était pas très très content, ou plutôt Apple était pas très très content et a complètement rejeté l'application Steam Links pour tous les appareils iOS. Donc en gros, vous ne pourrez pas faire ça si vous avez un iPhone. Pourtant, l'application a passé tous les checks de vérification d'application iOS. Grosso modo, l'application était quasiment déjà lancée sur l'App Store. Genre, elle avait passé tous les checks, elle était valide pour tout. Et à la fin, Apple a fait non, mais en fait, vous respectez pas tout à fait nos conditions d'utilisation d'application, donc on l'accepte pas, on la met dehors. Grosso modo, Apple a un peu fait une exception en me disant ah, vous avez passé tous les checks, votre application est valide pour l'App Store, etc., etc. Ouais, mais non, en fait, non, ça marche pas. Parce que, voilà. Donc, voilà. On sait pas pourquoi Apple fait ça. Parce qu'il y a d'autres applications qui font à peu près la même chose, du streaming de jeux, etc., depuis un PC, ou du streaming de vidéos depuis ton PC sur ton téléphone et tout, qui se basent sur le même principe, qui sont sur iOS et qui posent aucun problème. Et là, à mon avis, c'est plus Apple qui est en mode ouais, mais non, parce que genre, si on utilise cette application, il y a des gens qui utilisent cette application et qu'ensuite, via l'application, parce que via l'application, tu peux également utiliser le marché Steam pour acheter des jeux sur Steam, sauf que bah, du coup, Apple ne peut pas prendre la commission qu'il prend habituellement aux microtransactions qui se font sur les applications de l'App Store, parce que du coup, Steam ne veut pas, etc., etc. Et Apple, du coup, je pense que ça les fait chier. Puis ils sont genre, ouais, mais non, nous on veut pas ça. On veut pas que tu puisses jouer à tes jeux ordi sur ton téléphone iOS. Parce que ça va faire diminuer les autres jeux iOS qui sont développés puis qui nous rapportent du cash. Donc on veut pas ça. Donc on dit non. Juste parce que on est Apple puis qu'on veut pas de Steam sur iOS. Tu vois le genre? C'est genre vraiment, à mon avis, c'est juste une raison genre totalement stupide en mode genre conflit d'intérêt avec ce que fait Apple. Et on va continuer à parler d'Apple. Je pense que vous vous en souvenez tous. Le Ben Gate. Comme quoi, l'iPhone 6 et l'iPhone 6S qui pliaient. C'était, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, je pense que c'était il y a 2-3 ans. Qui en gros, des utilisateurs s'étaient rendu compte que quand tu mettais ton téléphone dans ta poche, etc., bah, le téléphone pliait. Il y avait plein d'iPhone 6 et iPhone 6S qui s'étaient mis à plier et qui du coup marchaient moins bien ou juste cessaient de fonctionner ou continuaient à fonctionner dépendamment de la chance que tu avais. Mais grosso modo, ton iPhone se pliait. Voilà, c'était quand même un problème assez qui avait pris beaucoup d'ampleur. Il y avait beaucoup d'utilisateurs qui s'en plaignaient et il semblerait que Apple ait été au courant du problème avant le lancement de l'iPhone 6 et 6S, mais qu'ils aient nié totalement ça lors de leur procès, grosso modo. Parce qu'il y a eu un procès, il y a eu une class action aux États-Unis contre Apple, donc en gros, tout un groupe de personnes, grosso modo plein d'utilisateurs, qui grosso modo montent un dossier et portent plainte en tant que groupe et bah, que consommateurs contre Apple. Donc il y avait eu ça, il y avait c'est ce qui s'appelle une class action. Et je pense qu'Apple avait été obligé d'offrir des réparations aux personnes qui ont vu leur téléphone se plier, etc., de manière gratuite ou un truc comme ça. Enfin bref, ils avaient été obligés de faire un truc. Mais lors de ce procès, je pense qu'ils avaient démenti qu'ils étaient au courant du problème. Mais apparemment, il y a des documents juridiques qui semblaient prouver le contraire. Et que à l'interne, Apple avait fait des tests avant le lancement officiel de l'iPhone 6 et l'iPhone 6S qui montraient que l'iPhone 6 était 3 fois plus enclin à plier que le 5S
et que le 6 Plus était 7,2 fois plus enclin à plier que le 5S. Grosso modo, ton iPhone, il a 7 fois plus de chances de plier que l'ancienne génération. Grosso modo, il a de fortes chances de plier. Et apparemment, c'était genre un des problèmes majeurs qui avait été identifié par Apple avant le lancement de l'iPhone. Donc grosso modo, avant qu'ils lancent l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, ils avaient identifié comme problème majeur, les téléphones vont plier. Mais ils ont quand même lancé les téléphones, et quand les téléphones ont plié et que les utilisateurs et consommateurs se sont plaints, ils étaient genre « Ah bah non, nous on n'était pas au courant, c'est pas notre faute, etc. etc. » Et ils demandaient un genre ça rentre pas dans la garantie et tout, et puis si vous voulez le faire réparer, bah ça va vous coûter genre 500 balles. Voilà, merci Apple. Bravo. Bravo, bravo. Spectre et Meltdown, les failles, je pense que vous en souvenez tous, ça a affecté quasiment tous les processeurs Intel depuis environ 15 ans, plus quelques processeurs AMD. Et ben, il semblerait qu'on n'ait pas fini d'entendre parler de ces histoires, parce qu'apparemment, il y a encore d'autres variantes de Spectre qui ont été découvertes, notamment la variante 4. Voilà. Apparemment, de base, il y avait juste 3 variantes pour Meltdown et 3 variantes pour Spectre. Mais il semblerait que là, il y en ait d'autres qui aient été découvertes. Début mai, notamment, il y avait déjà Spectre NG, qui était un ensemble de 8 failles dérivées, donc 4 qui étaient jugées critiques. Et il y avait 2 failles, la variante 3A et la variante 4, qui étaient les plus coriaces, qui apparemment, justement, genre, sont encore actives et sont encore, genre, à risque pour pas mal de processeurs, notamment beaucoup de processeurs Intel, certains processeurs AMD, et quelques processeurs ARM, mais très très peu. Donc voilà, encore une fois, c'est peut-être des choses qui vont être corrigées, mais pas forcément tout de suite, parce que c'est encore une fois sur le microcode du processeur et le noyau. Donc ça va peut-être demander un peu de temps avant d'être corrigé, mais encore une fois, ça prend une certaine connaissance, beaucoup de connaissances pour exploiter ces failles, donc la majorité des utilisateurs ne sont pas forcément à risque. Ensuite, Ryzen égale moins de failles que Intel, oui, tout à fait. Ryzen moins de failles que Intel. Notamment pour Spectre et Meltdown, les processeurs Ryzen étaient beaucoup moins impactés et étaient beaucoup moins enclins au niveau de ces failles à être vulnérables à ces failles. J'aime bien le gros je suis méchant, vous le voyez pas. Gros je suis méchant. Battlefield 5 est sorti, il a été annoncé. Je vous avouerai que j'ai été plutôt beaucoup déçu par le trailer. Le trailer de Battlefield 1 était absolument génialissime, tout en rythme, etc. C'était un des meilleurs trailers, je pense, que j'ai vu. Et je vous avouerai que j'ai été extrêmement déçu par le trailer de Battlefield 5 parce que il était pas du tout pareil. Je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose de très très cinématique, très très rythmé encore, avec de la musique de fou, etc. Mais au final, non, c'est un trailer qui ressemble plus à un espèce de gameplay assez beau sur lequel voilà, ils ont mis 2-3 actions qui se passaient avec des scripts, etc., etc. Genre, j'ai l'impression que c'est une partie du gameplay de la campagne solo, genre du début de la campagne solo où il se passe plein de choses, etc., etc. Le trailer m'a pas mal déçu. Du coup, pour l'instant, je sais vraiment pas quoi en penser. J'attends juste de voir du vrai gameplay, genre en multi. Parce qu'au final, le trailer c'est bien, mais ce que tu veux voir, c'est vraiment le vrai gameplay, comment le jeu sera en multijoueur ou en solo, etc. Parce que là, le trailer, tu sais pas trop si c'est un gameplay, si c'est une cinématique, etc. T'as le cul entre deux chaises. Du coup, voilà. Wait and see, comme on dit. On va attendre et on va voir. On va attendre et on va voir. En attendant, parlons d'Elon Musk, l'homme dont tout le monde parle. Elon Musk qui veut, j'essaie de trouver un truc qui corresponde à ce magnifique truc. Voilà, Elon Musk qui veut créer un site dans lequel le public pourra juger et noter la crédibilité des médias. Il va appeler ça Pravda, parce qu'apparemment Pravda ça veut dire Pravda ça veut dire authenticité ou vérité en russe, un truc du style. Voilà. Mais grosso modo, ça serait un site sur lequel les utilisateurs peuvent venir et mettre des notes à des journalistes en particulier, à des sites de médias en particulier, justement pour combattre, tout ça dans le but de combattre les fake news et la désinformation. Donc ça serait genre, apparemment, il a émis cette idée sur Twitter le 23 mai,
Mais j'ai déjà vu un autre article où quelqu'un en parlait et il disait il avait déjà employé des gens en octobre et novembre 2017 pour une société qu'il aurait appelée Pravda. Donc ça se peut que genre le petit tweet qu'il a mis en mode oh je vais peut-être créer un site qui fait ça, ce soit pas juste une petite rumeur et une petite balancée dans le vent, une petite idée balancée dans le vent. Il se peut que le site soit déjà en train d'être fait puis depuis 4-5 mois, qu'il soit déjà en train de travailler dessus et qu'il le lance très prochainement en fait. Mais du coup qui fasse des petits clins d'œil aux gens en disant genre ouais je vais peut-être sortir ça, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous pensez que c'est bien. Donc grosso modo, il veut essentiellement faire ça pour justement combattre la désinformation, etc. Mais il y a beaucoup de gens, de journalistes, etc., qui critiquent cette initiative, et notamment un mec de chez The Verge, un journaliste du média The Verge, qui l'a juste accusé de suivre les pas de Trump dans, par rapport à son animosité envers les médias, parce qu'on sait que Trump aime pas du tout les médias. Il crache sur l'ensemble des médias en disant genre oui tous les médias font des fake news et tout, les news que vous lisez c'est de la merde, tous les médias me discréditisent, etc. etc. Euh, et apparemment du coup les médias diraient à Elon Musk si tu veux justement rater les médias pour combattre ça, tu vas être comme Trump parce que ça montre que t'aimes pas les médias et tu leur fais pas confiance. Bref, moi je pense que euh, ça peut pas être. J'ai du mal de voir les dérives d'un tel système, mis à part je comprends que les journalistes aient peur par rapport d'un tel système, parce que si jamais t'es clairement engagé, par exemple politiquement, genre si ton média est clairement engagé politiquement, genre avec plus un parti qu'un autre, genre si ton média est clairement plus de gauche que de droite, etc. d'un point de vue politique, c'est sûr qu'il y a des utilisateurs qui vont dire ah ce média raconte de la merde parce que genre tous les articles qu'ils font genre soutiennent la politique de gauche, puis mettent en avant la politique de gauche, etc. Puis genre balance des faux articles ou des fausses informations sur ce qui se fait sur la politique de droite, etc. etc. Donc je comprends qu'il y ait des journalistes qui ont un petit peu peur et des médias qui ont un petit peu peur, mais, euh, mais, mais il se peut que ça promette des médias justement qui sont un peu plus neutres et qui relatent juste des informations telles qu'elles sont sans forcément beaucoup de subjectivité. Mais c'est vrai que ça serait con que ça fasse disparaître les médias subjectifs qui ont aussi leur place dans un genre dans le pool de médias et d'informations. Genre c'est bien d'avoir des médias qui sont un peu subjectifs et qui du coup tu vois des avis un petit peu plus différents et qui peut-être te montrent certains aspects des news que tu n'aurais pas vu si tu avais eu un truc neutre et juste des informations et des faits neutres qui t'auraient été dit genre bon bah voilà, il y a tel truc qui s'est passé, ça peut produire tel truc, voilà. C'est peut-être mieux des fois d'avoir des gens qui genre justement vont analyser et critiquer ça, même si du coup c'est complètement subjectif. Et, ça s'éloigne pas de la réalité, c'est pas des fake news, mais genre tu vois que clairement le journaliste, tu vois la vision du journaliste par rapport à la news, quoi. Clairement tu comprends s'il est d'accord, s'il est pas d'accord, etc., etc. Je sais pas si ça peut impacter ça et, euh, et mettre en danger cette espèce de journalisme subjectif qui est très très bien. Moi, je- Moi j'aimerais qu'un tel système, ça aide juste à combattre les fake news et les trucs qui ont rien à voir et qui essayent de te désinformer. Ensuite, on va parler de Sony qui potentiellement est en train de travailler avec AMD Ryzen pour améliorer les microcodes justement des Ryzen première génération, des Ryzen Zen, avec le support du LLVM. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Sony est essayé en train de travailler sur Ryzen avec les processeurs Zen de première génération pour apporter des améliorations au microcode des processeurs, puis certainement à l'architecture et tout et tout. Et si Sony fait ça, c'est certainement qu'ils ont prévu d'utiliser ces processeurs-là pour une raison précise et potentiellement pour une nouvelle console qui pourrait être la PlayStation 5. Ça fait pas vraiment de doute, à mon avis. La PlayStation 5 va utiliser essentiellement, encore une fois, de l'AMD pour ses composants internes, que ce soit d'un point de vue CPU ou GPU. À mon avis, ça va être totalement AMD. Parce que c'est les trucs qui sont les plus
bon marché avec le meilleur rapport qualité-prix dont les marques ont besoin pour construire une console. C'est pour ça que les trois quarts des consoles sont basées à base d'AMD. La PS4, etc. La PS3 également, je pense que c'était de l'AMD et tout et tout. Bon, voilà, ça finit ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.